merci aux trois intervenants que nous avons aujourd'hui à côté de moi. On va parler d'un sujet très sensible, très délicat. On va l'aborder de trois points de vue, mais qui ne sont pas forcément différents, au contraire. On va commencer avec Sandrine Corrier, qui est de l'IFRAP, la Fondation IFRAP, et avec laquelle j'ai eu le plaisir, l'honneur, la chance de travailler pendant une dizaine d'années. Et je suis heureux de l'avoir intervenir aujourd'hui ici. Et je passe tout de suite la parole. On va commencer avec toi, Sandrine, pour un état des lieux du système de santé que vous connaissez tous. Vous savez tous que c'est le meilleur système de santé au monde, que tout le monde nous envie, mais que personne ne copie. Mais on va quand même en parler aujourd'hui. Sandrine, il y a des slides, non? Merci pour cette invitation, merci à l'IREP de nous recevoir aujourd'hui. Moi je vais vous faire une petite présentation sur la santé. Je vais commencer par un rapide diagnostic parce que les chiffres on les connaît assez bien. Je pense que de toute façon vous en parlerez également aussi. Juste pour dire que la France elle dépense 12% de sa richesse nationale pour la santé. On est parmi les pays d'Europe qui dépensent le plus. La moyenne de l'Union européenne c'est 10. Nous sommes au coude à coude avec l'Allemagne en matière de dépenses de santé. Si on regarde en dépenses par habitant, c'est un peu moins. On voit que il y a une question aussi de soutenabilité de nos dépenses de santé grâce à la richesse produite dans ce pays, grâce à la richesse nationale. La France est plus en retrait. La situation de notre système de santé, on la connaît. Le déficit il est très dégradé. On est une situation de la branche maladie qui est d'environ 15 milliards de déficit pour 2024 et les prévisions sont encore plus pessimistes puisqu'on évalue à 18-19 milliards pour 2025. Sur le classement du système de santé dans les palmarès internationaux, on a beaucoup glissé par rapport à la situation que citée. Maintenant, la France est classée 10e par exemple dans le classement européen EHCI, donc ce qui montre qu'il y a quand même une dégradation dans la perception du système de santé. Et puis, enfin, on le sait, on a un système de santé qui est maintenant un peu à bout de souffle, qui connaît perpétuellement des crises. On a la question des déserts médicaux qui est particulièrement prégnante. On a eu des pénuries de médicaments, on a eu des menaces de déconventionnement des médecins libéraux. Je ne parle même pas de la crise sanitaire. Au-delà de la crise sanitaire, la crise de l'hôpital public également. Donc, on voit que c'est un système qui est à bout de souffle et qui est à repenser. Et justement, la question, c'est comment repenser le système de soins aujourd'hui. Pour nous, à la Fondation IFRAP, ça passe par quelques mots. Je dirais qu'il y a l'autonomie, la responsabilisation, la décentralisation, et puis l'ouverture au privé. Et bien sûr, l'évaluation. L'évaluation parce qu'on a un potentiel de données de santé qui est considérable avec un assureur unique qui est l'assurance maladie et on voit qu'il y a un vrai défaut d'évaluation, on connaît très mal la situation de nos dépenses de santé et dans le détail, que ce soit par établissement, par médecin, par protocole de soins et on pourrait faire beaucoup plus sans parler des difficultés qu'ont connues par exemple Le Point dans son classement des hôpitaux et cliniques qui a connu un vrai barrage de la CNIL pour la publication des données. Donc pour revenir sur les autres postes, les principaux postes, je vais commencer peut-être par l'hôpital public. Pour nous, une situation qui pourrait vraiment permettre de faire évoluer la situation de l'hôpital public qui est en crise perpétuelle et qui pourtant a reçu depuis la crise sanitaire beaucoup d'argent public. On sait que l'accord des comptes nous dit que le Ségur de la santé, ça représente des dépenses supplémentaires de 12 milliards d'euros par an. Pour nous, on pourrait aller vraiment vers une situation beaucoup plus efficace si on faisait le pari de l'autonomie. Et on a la chance justement en France d'avoir un modèle vers lequel on pourrait tendre. Ce sont les établissements privés à but non lucratif qui sont organisés autour d'une personne morale de droit privé
privé et où il y a une direction beaucoup plus collégiale. Et le constat qui est fait par des spécialistes, c'est que ça permettrait finalement d'aller vers une plus grande attractivité des métiers et tout en laissant beaucoup plus d'autonomie, en sortant du carcan administratif de la fonction publique hospitalière, d'aller vers une rémunération qui soit beaucoup plus attractive pour les professionnels de santé, basée sur la performance de l'établissement. Ça, c'est une voie qui nous semble importante à explorer. La deuxième voie à explorer, c'est la décentralisation. Ce que l'on sait aujourd'hui, c'est que dans d'autres pays comme l'Allemagne, par exemple, par exemple en Allemagne, on a environ 3000 établissements hospitaliers. C'est à peu près le même nombre qu'en France. Donc c'est assez frappant puisqu'on a une population qui est pourtant presque 25% supérieure. L'Allemagne, pardon, a une population presque 25% supérieure. Donc on a eu des tentatives de réforme de la carte hospitalière. La Cour des comptes nous a dit, par exemple, la réforme des groupements hospitaliers de territoire. Et pourtant, ces réformes ont été un échec. Et la solution, nous semble-t-il, ça serait d'aller vers plus de décentralisation, justement en étonnant le modèle allemand, en confiant aux régions, comme c'est le cas en Allemagne avec les Länder, la responsabilité de définir l'offre de soins, de piloter la carte hospitalière. Et là, il pourrait y avoir un vrai gain de mutualisation, par exemple des plateaux techniques, de mutualisation des tâches administratives, qui pourrait être un vrai gisement d'économie. Donc ça, c'est un point qui nous paraît aussi être une piste à suivre pour refonder le système de santé. L'autre piste, bien sûr, c'est la responsabilisation. Là, on a de nombreux exemples qui sont possibles d'être cités, mais je vais en prendre un que nous, on étudie beaucoup à la Fondation IFRAP, c'est sur la question de l'absentéisme. On sait que, par exemple, les indemnités journalières, elles sont en forte hausse. Elles représentent 12 milliards de dépenses chaque année. Et pourtant, on a un montant de dépenses dans le secteur public pour les agents publics qui est pratiquement du même montant, alors que les agents publics ne représentent que 5 millions d'agents contre 20 millions de salariés du privé. Alors, comment sortir de cette situation ? Déjà, il semble important de sortir du système d'auto-assurance et de faire en sorte qu'il y ait une vraie convergence des modes d'indemnisation entre public et privé, et de telle façon qu'on applique les jours de carence de la même façon que cela est fait dans le privé, et puis qu'on mette en place un vrai contrôle des arrêts maladie, délégué à un assureur externe, comme c'est le cas avec l'assurance maladie. Donc ça, c'est aussi une piste qui nous paraît explorer. Le dernier point, c'est peut-être le plus important, c'est sur l'ouverture au privé. On a l'habitude de critiquer en France les coûts de gestion du système de santé en disant finalement c'est complètement idiot, on a ce double étage entre l'assurance maladie obligatoire et l'assurance maladie complémentaire. On sait, Eurostat nous dit que les coûts administratifs du système de santé de la France sont pratiquement les plus élevés en Europe. Ça représente 0,6% du PIB. La moyenne européenne, c'est 0,3, 0,4. En gros, ça veut dire qu'on a des surcoûts de l'ordre de 5 à 6 milliards d'euros. La solution, nous dit-on, c'est la grande sécu. C'est faire en sorte que l'assurance maladie s'occupe à la fois de la part de base et de la part complémentaire. Nous, on dit non, au contraire, le choix qu'il faut faire, c'est l'ouverture au privé. C'est faire comme dans un certain nombre de pays, permettre à des assureurs d'être assureurs au premier euro, parce que finalement, on ne mesure pas le potentiel en fait de cette mise en concurrence, c'est-à-dire que l'assureur qui va être en charge de... l'assureur qui est en charge des soins va justement chercher à aiguiller ses clients, ses assurés, vers le meilleur offreur de soins, celui qui a la meilleure qualité, celui qui l'offre au meilleur coût. Et dans le système actuel que l'on a avec l'assurance maladie, eh bien, on a finalement un assureur aveugle qui paye indifféremment en fait tous les prestataires de soins. Et là, cette réforme, cette révolution presque, ça serait aussi une nouvelle façon d'aborder les dépenses de soins, et ça serait aussi un gros gisement d'économie. Voilà quelques pistes, sachant que tout ça évolue juste parce
parce que j'ai pas commencé par ça, j'aurais dû le faire, dans un contexte où on a un vieillissement démographique, on a des développements des pathologies chroniques, et donc on va avoir des dépenses de santé qui vont être en augmentation, donc on ne peut pas continuer avec le système tel qu'il fonctionne actuellement. Voilà. Merci, Sandrine. Je passe pour l'instant, je te laisse parler plus longtemps. Tu as fait une vraie radiographie du système de santé français, tu as comparé avec l'étranger, tu as proposé des pistes, autonomie, décentralisation, à la concurrence, au privé, etc. Il y a une autre piste, c'est l'innovation, et c'est justement ce dont va parler Guillaume Mokala-Sané, qui est chargé d'études économiques au sein du cabinet Aster. Donc, avec l'innovation aujourd'hui, ça va vite, et c'est une des pistes aussi pour réformer le système. Merci beaucoup. Bonjour à tous, merci Elena pour l'invitation. Effectivement, je voulais creuser deux axes aujourd'hui, l'innovation et aussi la prévention, mais en fait, comme on va voir, ça va tout à fait ensemble, parce que l'innovation permet à la fois d'améliorer l'efficacité de la prévention, et la prévention est aussi une forme d'innovation, c'est-à-dire pas forcément technologique, mais une innovation de politique publique. Je voulais commencer avec vous pour parler sur l'innovation, disons, technologique et l'innovation thérapeutique. Aujourd'hui, on a des innovations qui nous permettent de mieux suivre le patient, de mieux soigner, de dépister beaucoup plus tôt et du coup de prendre en charge les patients de manière plus précoce. Je vais vous donner des exemples pour essayer d'être le plus concret possible. Et ce qui est important, c'est qu'on n'est pas forcément sur des innovations de science-fiction. C'est-à-dire qu'on n'est pas obligé d'avoir une super intelligence. On a des innovations qui sont déjà aujourd'hui très matures, en cours de déploiement, qui permettent déjà d'améliorer la qualité de vie des patients et de réaliser des économies. Je vais vous donner un exemple. Par exemple, dans le traitement du diabète, les capteurs de glucose en continu, qui permettent en fait de suivre en temps réel le taux de glucose pour le patient et qui se substituent en fait à des autopiqueurs donc manuels. Ça a beaucoup, déjà c'est beaucoup plus pratique, ça a un gain en qualité de vie. Et ensuite, il y a des études qui ont montré que ça permettait de réduire le risque d'hospitalisation et de complications, notamment assez graves, du diabète, dans les conditions cardiovasculaires, etc. Et donc ça, c'est une maladie, enfin c'est une innovation qui est mature, qui est en cours de déploiement. On estime dernièrement que à peu près 75% de la population en bénéficie. Je vais donner un autre exemple. On parle beaucoup de l'IA, de l'intelligence artificielle dans la santé. Il y aura un grand nombre d'applications, mais effectivement, une des applications à laquelle on pense en premier, c'est pour le cas du dépistage précoce, et c'est lié d'ailleurs aux dispositifs médicaux, mais par exemple, en radiologie, aujourd'hui, voilà, on sait que les IA Google sont beaucoup plus efficaces que les meilleurs radiologues pour détecter des cancers à un stade bien moins avancé et bien plus précoce que ce qu'on aurait pu espérer auparavant. Et c'est une très bonne nouvelle à la fois pour le patient et aussi pour les dépenses de santé, puisque un patient qu'on prend en charge de manière précoce, c'est une prise en charge beaucoup moins coûteuse. Ça, on le sait, on a les données, je vous donnerai quelques exemples après. C'est une prise en charge beaucoup moins coûteuse que pour un patient à un stade plus avancé. Un autre exemple aussi, dans les hôpitaux, un sujet que je connais bien parce que j'ai pas mal travaillé dessus, la chirurgie robot assistée. Alors ça, pareil, c'est une innovation qui est en fait très mature, qui est arrivée dans les années 90, qui a commencé à se déployer au début du XXIe siècle, dans les années 2000, qui aujourd'hui est très répandue pour un certain nombre d'opérations, et qui permet en fait, qui a plein d'avantages pour le patient, et qui permet notamment de réduire la durée de séjour à l'hôpital, qui permet donc, du coup de réduire aussi les arrêts maladie, de réduire le risque de complications et donc du coup de réopération. Et donc tout ça, ça a des effets économiques. Donc se pose la question effectivement du rapport coût-avantage entre le coût de cette innovation et les bénéfices que ça peut rapporter. Alors attention, parce que sur les quelques exemples que je vous ai donnés, j'ai quelques données à vous apporter. Nous on a fait un travail justement chez STRS où on a cherché à estimer l'impact socio-économique de certaines innovations en santé. Je prenais l'exemple des capteurs de glucose, on a estimé que c'est près de 400 millions d'euros par an
qu'on peut éviter juste sur une seule innovation, en déployant cette innovation à toute la population cible, donc à l'ensemble des patients diabétiques. Sur la chirurgie robot assistée, c'est un peu plus compliqué parce que les robots coûtent très cher. Il y a des enjeux, comme assez souvent dans ce genre d'innovation en santé, des enjeux d'optimisation du capital et aussi de réorganisation des soins et des équipes pour que l'utilisation de cette innovation soit optimisée. Mais j'ai plus les chiffres macro en tête, mais on pouvait faire jusqu'à 800 € d'économie par opération. Sachant qu'il y en a des milliers de prostatectomies, on était sur des prostatectomies, il y en a des milliers par an. Voilà, tout ça, c'est des exemples, il y en a même d'autres sur des exemples sur la sclérose en plaques, aussi on avait estimé qu'on pouvait faire 30 millions d'euros d'économie par an. Donc il y a un certain nombre d'innovations, c'est impossible effectivement de toutes les lister, mais il y en a qui sont effectivement qui permettent de réaliser l'économie. Du coup se posent deux questions. La première, c'est la question du déploiement de ces innovations, donc comment on identifie ces innovations qui permettent de réaliser l'économie et comment on les déploie dans la population cible. Et une autre qui est assez en lien avec des choses qu'on a pu être discutées dans nos tables rondes, c'est comment on expérimente davantage, comment on laisse libre cours, disons, à la créativité pour expérimenter de nouvelles formes de soins, de nouveaux modes de prise en charge. En santé, il y a ce qu'on appelle l'article 51, qui est une dérogation en fait, qui donne le droit de faire des expérimentations, mais pour en avoir discuté ce matin justement avec des professionnels du secteur, ça reste encore très franco-français et donc pas très simple, très administratif. C'est-à-dire qu'il faut remplir tout un tas de papiers pour avoir le droit de faire des innovations et d'expérimentation. Donc c'est aussi une question qui se pose. Et donc voilà, je voudrais juste, sur l'innovation, il y a quand même, il ne faut pas non plus abuser de l'innovation, parce que l'innovation en santé, ça coûte cher à développer et aussi à déployer. Et parfois, c'est pas forcément, disons, l'approche la plus efficace ou la plus intelligente. Je vais donner un exemple sur l'obésité. On parle en ce moment beaucoup du Wegovy, de l'Olympique, donc c'est des nouveaux médicaments qui permettent de perdre du poids. Le problème, c'est qu'ils coûtent très cher et qu'en fait, ce serait beaucoup plus efficace, je fais le lien avec la prévention, de tout simplement ne pas avoir à se soigner et du coup d'éviter de tomber malade en premier lieu. Oui, c'est très bien. Nous, on a fait justement un travail qui visait à estimer les économies potentielles qu'on pouvait réaliser avec la prévention. On a estimé que c'était de 5 à 7 milliards. Je n'ai pas le temps d'aller dans les détails, on pourra en parler après si vous voulez. Mais ce qui est flagrant, c'est que la prévention qui est la plus efficace, c'est la prévention des comportements. En fait, c'est-à-dire c'est l'alimentation, faire du sport, éviter de consommer trop d'alcool. Et ça, ce qui est bien, c'est que ça coûte rien et ça a des effets vraiment exceptionnels sur la santé, mais aussi en termes de dépenses publiques. Donc voilà, se pose cette question aussi de comment articuler entre la liberté avec la promotion de ces comportements vertueux. Merci pour cette présentation. Il faut encourager l'innovation, c'est ce qu'on fait à l'IREF, c'est ce que les décideurs politiques devraient faire et devraient comprendre surtout. Alors la dernière intervention, on va faire une étude de cas, encore le cas suisse. Le modèle suisse, ça fait des années qu'on parle de la Suisse, on compare avec la Suisse, à l'IREF aussi, à l'IFRAC aussi. Et malheureusement, je dirais que plus on parle du modèle suisse, plus la France s'en éloigne. Donc c'est dommage et il faudrait le dire. Alors, Diego Taboada, vous êtes directeur au Mans par intérim du think tank Avenir Suisse et chercheur en politique de la santé basé en Suisse. Merci Nicolas, merci à l'IREF pour l'invitation, ça me fait très plaisir d'être là aujourd'hui. Alors en effet, quand on parle du système suisse, on a l'impression qu'on est le dernier village gaulois qui résiste encore et toujours à l'envahisseur. On a eu une petite ensemble ce matin avec Nicolas.
Et ce que je vous propose très rapidement, dans les 10 minutes qui ne sont pas parties, c'est de faire comme Astérix chez les athlètes et d'aller voir ce qui se passe concrètement et réellement dans notre pays, d'un point de vue de politique de santé. Et il y a deux éléments que je souhaiterais particulièrement mentionner, qui sont à mon avis très compatibles avec l'objectif de la journée, qui a été mentionné par Mme Goaeri. Donc premièrement, la décentralisation. Donc on a un système qui est presque entièrement fédéral, donc ça veut dire que ce sont les cantons, donc les régions suisses, qui sont entièrement responsables des soins dans notre pays. Donc, concrètement, ça veut dire qu'ils sont responsables de l'organisation des soins, c'est-à-dire la planification hospitalière. Il existe des hôpitaux publics, mais les cantons sont aussi responsables de la planification des hôpitaux privés. L'organisation des soins de longue durée, donc tout ce qui est EHPAD, tout ce qui est soins à domicile également, donc tout ça est la compétence des cantons. Et puis également les autorisations de pratiquer pour les médecins qui sont en cabinet. Donc c'est vraiment une organisation et une responsabilité complète au niveau des cantons. Et puis en termes de financement des soins, les cantons sont également aux manettes, en tout cas de cofinancement des soins. Ils sont chargés de financer de manière partielle les prestations stationnaires, c'est-à-dire toutes les prestations qui impliquent une nuitée à l'hôpital. Ils octroient également des subventions pour ce qu'on appelle des prestations d'intérêt général, c'est-à-dire pour certains hôpitaux, par exemple pour financer la recherche, la formation de la relève. Les cantons peuvent attribuer un certain financement qui ne relève pas de l'économie de marché, mais qui relève plus d'une réflexion subvention. Et puis enfin, les cantons sont également chargés de verser ce qu'on appelle des réductions individuelles de primes maladie, j'avais reviendrai tout à l'heure, pour soutenir les ménages plus modestes qui ont besoin qui n'arrivent pas à payer eux-mêmes les primes d'assurance maladie. Donc, encore une fois, si je devrais retenir un seul élément de mon exposé, c'est que les cantons sont vraiment aux manettes, donc ils sont responsables de tout, sauf trois choses. L'assurance maladie obligatoire, je reviendrai très brièvement. La fixation des prix des médicaments, comme dans d'autres pays européens, ça reste une compétence de la Confédération, donc de l'État fédéral. Et puis enfin, la reconnaissance des professions médicales, donc très concrètement, c'est l'État suisse qui donne les diplômes aux médecins, mais pas grand-chose de plus. Donc, ça c'est pour la décentralisation que vous mentionnez. Deuxième élément, à mon avis, qui peut être intéressant, c'est la concurrence régulée. Donc, comment fonctionne notre assurance maladie obligatoire? On a en Suisse une loi sur l'assurance maladie obligatoire, et c'est peut-être un bon compromis suisse, ou juste un compromis suisse, je ne sais pas si on a envie de parler de compromis aujourd'hui, mais c'est un mélange de concurrence et de régulation. Donc, on a, en tant qu'assuré, on peut choisir entre 40 assurances, librement, on peut choisir chez qui on s'assure, on peut choisir aussi librement notre médecin, donc il y a une réelle concurrence entre les assurances. En revanche, les assurances ont une obligation d'assurer, donc ils ne peuvent pas refuser d'assurer une personne, parce qu'elle serait en mauvaise santé ou parce qu'elle serait trop âgée. Et puis, le catalogue de prestations qui est remboursé, encore une fois dans l'assurance de base, est identique pour tout le monde. Donc les assurances sont tenues quand même de financer un certain nombre de prestations qui sont réglées dans la loi. Ensuite, les assurés ont également, alors c'est pas open bar, il y a une participation aux frais, donc la part qui est payée de la poche en Suisse par les assurés suisses est quand même assez élevée, donc il y a une certaine franchise, il y a une participation aux frais pour les prestations obligatoires, j'insiste, pas juste pour les mutuelles complémentaires qu'on peut avoir en France, mais les patients doivent payer de leur poche également pour les contrôles de routine chez leur médecin de famille. Mais par contre, on a une prime unique, c'est-à-dire que les assurances ne peuvent pas différencier en fonction du risque pour une jeune personne sportive de 25 ans ou une personne malade de 80 ans. Donc il y a une certaine solidarité des risques, même si je sais que chez les libéraux, on n'aime pas l'utilisation abusive du terme solidarité, mais en tout cas, il y a cette idée de compensation des risques à l'interne. Et enfin, un dernier élément intéressant en termes de concurrence, c'est que les tarifs dans chaque canton sont négociés entre les représentants des médecins, des hôpitaux et des assurances. Donc il y a vraiment une négociation comme dans un autre marché. Mais en revanche, parce que sinon c'est pas un bon compromis, les assurances sont obligées de contracter une fois que les hôpitaux sont autorisés. Ça veut dire qu'une assurance ne peut pas dire je ne travaille pas avec tel hôpital parce que je considère que les coûts sont trop élevés ou que la qualité n'est pas suffisante. Donc il y a encore ce qu'on appelle cette obligation de contracter. Ça va peut-être changer. Il y a des discussions actuellement au Parlement où on aimerait que les assurances n'aient plus cette obligation de contracter. Mais aujourd'hui, c'est encore le cas. Et bien sûr, les tarifs sont validés par les cantons. Encore une fois, on revient à la toute-puissance des cantons.
Donc concrètement, cette décentralisation, comment elle se manifeste? Donc, vous l'aurez compris, on a 26 cantons en Suisse, c'est-à-dire qu'on a 26 politiques de santé. Peut-être pour le jacobinisme français, c'est peut-être assez intéressant à voir. Donc là, vous voyez sur le graphique, il y a les primes maladies mensuelles qui sont payées en fonction des cantons. Donc on voit tout à gauche Appenzell, qui est un canton suisse-allemand du centre suisse, donc un petit peu l'image qu'on pourrait se faire, l'image d'Épinal qu'on pourrait se faire de la Suisse, qui paye environ 258 francs, donc 250 € par mois en 2025. Et puis de l'autre extrême, nos amis genevois, d'où je viens, donc je suis moi-même concerné, où on paye près du 5 euros, donc presque 470 €. Et donc on voit que ces politiques de santé, elles se manifestent dans différentes priorités en fonction du canton. Certains cantons ont une plus grande densité de médecins, certains cantons ont des tarifs plus élevés en fonction des priorités cantonales. C'est ça qui est assez intéressant, c'est que la décentralisation permet de s'adapter aux envies, aux priorités et aux choix qui sont décidés dans les différents cantons en fonction, encore une fois, de la situation et du souhait de la population. Donc ces résultats différents, ils amènent également des réponses politiques différentes, et ça, je trouvais que c'était assez intéressant. Donc là, je vous ai mis un graphique où on voit sur l'axe horizontal la part des bénéficiaires de ces fameuses réductions de primes. Donc on voit que certains cantons octroient beaucoup de... Et sur l'axe vertical, on voit le montant de cette réduction. Donc on voit que là, les cantons ont aussi non seulement des politiques sanitaires différentes, mais également des politiques financières et des politiques de soutien. Certains cantons, là j'ai entouré les cantons francophones, mais certains cantons décident de donner à plus de personnes, à plus de ménages, un soutien, mais moins nombreux. Par exemple, c'est le cas du canton de Grison, GR, Chafouz ou Rhin, où beaucoup de personnes reçoivent un soutien, mais très peu. Alors que si vous voyez en haut à gauche, en cadran, le Châtel par exemple, qui est un canton que vous connaissez, où on décide de faire une politique beaucoup plus ciblée, où on donne à moins de personnes, mais on donne plus. Et donc, encore une fois, le fédéralisme, la décentralisation permet de s'adapter aux priorités cantonales, aux priorités aussi politiques, régionales, et puis ça permet de décider. Donc, il y a une vraie possibilité pour ces cantons de choisir en fait comment ils veulent fonctionner. Voilà, j'arrive à bout. Je suis très fier de moi d'avoir fait moins de 10 minutes. Je me permets d'utiliser la dernière minute pour mon think tank. Donc, on a un think tank libéral en Suisse. Si ça vous intéresse, vous pouvez vous inscrire à la newsletter. Donc, on écrit en allemand et en français sur différents aspects de la politique économique en Suisse. Donc, c'est politique de santé, mais aussi politique économique, marché du travail, libéralisme, etc. Donc, je vous invite à vous abonner. Merci beaucoup, Nicolas, pour votre temps. On n'attendait pas moins des Suisses qu'ils soient exacts. Là, cette fois, on est dans le temps, donc on peut avoir des questions. Je vous remercie d'être bref dans les questions si vous voulez avoir des réponses suffisamment éloignées. Là, il n'y a aucun micro qui marche. Comment vous gérez les déserts médicaux? Est-ce que vous en avez et comment sont-ils gérés? Les déserts médicaux. Alors, c'est clairement en préambule, les problèmes auxquels sont confrontés la France, l'Allemagne ou d'autres pays européens n'épargnent pas la Suisse. On a également un problème de vieillissement démographique, un problème de pénurie de personnel soignant, donc on est confronté à la même chose. Comme je l'ai dit, il y a certains cantons en Suisse, comme Genève, comme Zurich, qui sont des cantons très denses, où il y a beaucoup de médecins par habitant, il y a beaucoup d'hôpitaux par habitant, et cette question ne se pose à peine pas. Et il y a d'autres cantons plus ruraux, plus... ici on parle de province, je crois, donc des territoires qui sont confrontés à cet élément. Donc, la chance qu'on a, contrairement peut-être à des systèmes centralisés, c'est que c'est le canton dans les territoires qui est responsable de ça. Donc, ils répondent plus rapidement et plus facilement aux besoins des cantons, de leur propre population, et on n'a pas besoin d'aller à la capitale pour essayer de négocier une loi qui doit passer pour nous. Donc, cette décentralisation permet d'être beaucoup plus flexible et de répondre plus rapidement aux besoins des déserts médicaux. Et puis c'est vrai que la Suisse est aussi un pays où la densité de médecins par habitant est la plus élevée. Et d'ailleurs, pour la petite histoire, on avait vu une étude où 95% de la population suisse, dans tout le pays, indépendamment de campagne ou pas, a accès à un hôpital, donc un centre avec des médecins à moins de 30 minutes en
voiture. Donc c'est un pays aussi qui est très petit, où les distances sont beaucoup moins longues, donc ça se pose peut-être un peu moins que... Merci pour la question. La question est pour Guillaume, j'ai oublié votre nom de famille. Vous parlez d'innovation, et il y a des techniques à l'heure actuelle qui sont d'innovation qui est un peu plus mature. C'est par exemple les équipements de radiologie lourde, comme le scanner ou l'IRM. Comment se fait-il que la France soit si en retard par rapport aux pays d'Europe comme l'Allemagne ou même l'Espagne, si d'aventure ces équipements sont utiles et que c'est une innovation qui a du sens? Pourquoi la France a-t-elle un tiers, par exemple, des IRM par rapport à l'Allemagne? Merci beaucoup pour votre question. Au reste de ça, je n'ai pas la réponse exacte, je m'interroge aussi comme vous. Alors, notamment pour cet exemple-là, je ne connais pas forcément les chiffres en tête. Ensuite, je sais que par exemple, nous, on avait travaillé sur la chirurgie robot-assistée. La France n'était pas forcément moins dotée que les autres pays. Et ensuite, bon, c'est peut-être aussi à l'échelle des hôpitaux. Généralement, je pense que quand on veut trouver des financements, on le trouve. Mais honnêtement, j'aurais pas la réponse. Monsieur, peut-être, a une idée. C'est soumis à autorisation administrative. Voilà, c'est la réponse. Voilà, comme pour l'expérimentation. Donc l'administration irait à l'inverse des intérêts de la population. Elle ne met jamais à jour exactement ces indices, les populations, les critères, et c'est tout. Monsieur. Oui. Est-ce que vous pourriez nous donner à propos de la Suisse le reste à charge sur une prestation médicale et combien coûte une franchise dans un hôpital? Je crois qu'il n'y a aucun Français qui peut imaginer le montant. C'est une bonne question. Alors je vais parler en francs, mais imaginez que 1 euro c'est 1 franc plus ou moins. Donc si jamais ça sort 1 franc, c'est que j'imagine en euros. Donc on peut choisir, au début de chaque année, on peut choisir de prendre une franchise entre 300 francs jusqu'à 1500 francs. Donc, et ça a un impact sur notre prime. Donc si on prend une franchise à 300 francs, la prime est plus élevée que si on prend une franchise à 1500 francs. Donc on a une responsabilité, on a une liberté individuelle de choisir en fonction de sa propre situation, en fonction de sa propre vision, de sa propre santé. Est-ce qu'on va avoir accès à des soins ou pas? Est-ce qu'on va vouloir en avoir? De jouer sur sa propre situation. Et ensuite, au-delà de ces 300 jusqu'à 1500 francs, il y a ce qu'on appelle la quote-part. Donc, en plus de ça, on doit jusqu'à hauteur de 750 francs. C'est le patient qui paye. Et en fait, ce qu'ils font, c'est sur toute l'année. C'est pas par prestation. C'est alors jusqu'à ce que vous ayez atteint 300 plus 750, et ben c'est vous qui payez pour sauver la facture à la maison. Donc, l'assurance prend en charge au début. Et ensuite, pour sauver à la maison, vous voyez, hop, IRM, 10 000 balles, merde, bon, je paye, pardon, ça enregistre. Je paye 1500 de ma poche et le reste, c'est l'assurance qui prend en charge. Donc, je reçois à la fin de l'année combien j'ai coûté au système, à l'assurance. Et puis, c'est à peu près ces ordres de grandeur-là. Et c'est de 300 à 1500, c'est en vigueur depuis 20 ans. Il y a des discussions actuellement pour adapter cette franchise et pour les augmenter. Donc d'augmenter la franchise minimale, parce qu'en Suisse on a effectivement cette question des coûts de la santé, comme elles sont supportées par la population, elles sont aussi plus perceptibles et moins acceptées que dans des pays plus collectivisés où on ne voit pas ces dépenses, elles passent par l'impôt et c'est les riches qui payent, et puis finalement on ne sait pas trop comment ça se passe. Donc c'est une grande thématique en Suisse. Monsieur, dernière question. Oui. On a parlé en France du problème des soins pour les immigrés. Comment ça se passe en Suisse? Alors, bon, vous allez construire un mythe, les gens ne meurent pas à l'entrée de l'hôpital. Donc il y a alors je ne sais pas, il n'y a peut-être pas une aide médicale d'urgence, mais les gens sont pris en charge. On a eu un problème avec le statut de réfugié, qui était particulier. On a eu dans ces dernières années beaucoup d'Ukrainiens qui sont venus. Et il y a quelques mois, une polémique où on se rendait compte que certains Géorgiens ou certaines Ukrainiennes venaient en Suisse exprès pour se refaire les dents. Et puis il y avait cette question qu'on a aussi en France, mais à quel point on accepte ça? Et puis c'était cet axe, en Suisse il y a un peu ce deal où on dit on est d'accord de payer cher, un système qui paye cher, qui nous coûte cher, mais au moins on a vite accès, on a de la qualité, et puis c'est pour nous.
Et puis cette anecdote, parce que finalement c'était une anecdote, on ne sait même pas si ça allait vraiment arriver, mais en tout cas c'était dans les médias, et puis vous savez très bien comment ça se passe avec ce genre d'histoire, tout le monde en fait un cinéma. Même si c'est un exemple anecdotique, ça remettait en question ce consentement au système cher, parce qu'on a quelque chose, on a l'impression que le système est juste avec nous-mêmes. Dès qu'on a l'impression que le système n'est pas juste, justement, il refait les dents des gens qui ne sont pas vraiment des réfugiés, et bien là, il n'y a plus ce consentement, comme ce consentement à l'impôt. Donc, on a cette discussion, mais les réfugiés et les immigrés sont acceptés aux urgences pour les soins de base, et puis sont traités de la même manière par nos médecins et nos infirmiers. Ils envoient la facture, s'ils trouvent là la sponsor. Merci madame. Merci monsieur. Merci Nicolas. Alors, là encore, je ne vais pas dire qu'on passe du coq à l'âne, mais à chaque fois, il y a beaucoup de diversité dans les sujets traités de manière complémentaire, s'il vous plaît. Donc, Patrick Coquard, qui est aussi un des piliers de l'IREF, spécialiste, j'allais dire spécialiste de la santé publique, mais là, il va nous parler d'autres sujets, spécialiste de tout. Au sein de l'IREF, il va nous parler donc des politiques de l'emploi. Oui, merci. Alors, je ne sais pas si vous avez vu dans le Figaro, il y a quelques semaines, il y avait une journaliste qui constatait que la principale victime des coups de rabot du budget 2025, c'était encore le ministère du Travail. En effet, il perdait à peu près 4 milliards d'euros par rapport à l'année 2024, et c'était le plus gros effort budgétaire pour le périmètre de l'État. Alors les journalistes avaient l'air un peu de s'en désoler, parce qu'elle disait c'est encore le ministère du Travail. Permettez-moi plutôt de considérer que cette coupe claire est une bonne nouvelle, et peut-être la seule bonne nouvelle de ce mauvais budget 2025. Alors j'ai préparé mon intervention en 5 questions que vous voyez affichées à l'écran. Alors première question, qu'entend-on par politique de l'emploi? Alors je vous ai mis la définition officielle que vous trouvez sur le site du ministère du Travail. Je ne vais pas forcément vous la lire, vous la voyez. Une chose à dire cependant, on distingue en général les politiques passives, en général l'indemnisation du chômage et puis les prêts retraite par exemple, plus ou moins cachées, et puis les politiques actives, où là on parle de soutien à la création d'emplois dans le secteur marchand, de formation professionnelle, d'accompagnement des demandeurs d'emploi. Alors combien ça coûte? Deuxième question. C'était dans le titre de mon intervention, donc vous connaissez déjà la réponse. Ça coûte 180 milliards d'euros par an. C'est à mettre en regard avec tous les chiffres qu'on a déjà donnés aujourd'hui, c'est quand même une somme considérable qui a augmenté de 1740% depuis 1980. Et aujourd'hui, alors c'était 2022, les chiffres ont un peu baissé depuis, c'est pratiquement 7% du PIB. Alors qu'est-ce que ça recouvre un peu plus précisément? Vous le voyez sur le schéma. On remarque que pour 88 milliards, c'est-à-dire presque 50% des dépenses, c'est les incitations à l'embauche et notamment les réductions de charges sociales, et notamment sur les bas salaires, qui sont un sujet dont on parle beaucoup en ce moment. Ensuite, on a un gros quart, donc 26% qui est consacré au soutien aux revenus. Et donc c'est notamment l'indemnisation des chômeurs. Et puis enfin, un troisième poste important, c'est la formation des demandeurs d'emploi. Alors ça n'a pas toujours coûté autant d'argent comme je le disais, puisque si ça augmentait de 1740%, en 1980, donc c'est l'année de référence que j'ai pris, ça coûtait 10 milliards. En 2006,
on approchait les 80 milliards. En 2010, on dépassait les 100 milliards. Et donc, en 2020, on était à 184 milliards. Depuis 2021, ça baisse légèrement. Il est possible qu'aujourd'hui, on soit passé, enfin, quand je dis aujourd'hui, c'est-à-dire pour l'année 2025, on soit passé sous les 170 milliards. On verra ça dans quelques années quand on aura les chiffres. Alors, troisième question, ces politiques sont-elles efficaces? Alors, je ne vais pas tourner autour du pot, la réponse est non. Alors, vous voyez l'augmentation des dépenses que je vous décrivais, donc 10 milliards en 1980 et 180 milliards aujourd'hui. La courbe en bleu clair, c'est celle du taux de chômage. Elle oscille entre 7 et 11%, et la moyenne que j'ai fait figurer en orange, c'est 9%. Donc on pourrait dire qu'on a augmenté les dépenses pour l'emploi de 1740% pour maintenir le chômage autour de 9%. On ne peut pas dire que ce soit tellement efficace. Alors aujourd'hui, la courbe est plutôt descendante, mais bon, on voit que ça remonte un peu ces derniers mois. Alors certains disent oui, mais si on n'avait pas dépensé tout cet argent, on aurait un taux de chômage beaucoup plus important. Rien ne prouve, mais quand on lit les publications de l'administration, on est vite convaincu de l'inutilité de ces dépenses. Alors, je vais prendre un exemple, c'est assez clair, qui a été traité d'ailleurs par l'IREF, par mon collègue Philippe Carbon. C'est celui des emplois francs. Alors ça s'adresse aux associations, aux entreprises privées, pour les inciter à embaucher, en CDI ou en CDD d'au moins 6 mois, une personne résidant dans un quartier prioritaire de la politique de la ville, les fameux QPV. Alors pour un CDI à temps plein, l'employeur percevait 5 000 €, je dis percevait parce que ça a baissé depuis quelque temps, 5 000 € pendant 3 ans. Pour un CDD, l'aide était de 2 500 €, donc de moitié, 2 500 € par an, pendant 2 ans maximum. Alors, selon la DARES, qui est le service statistique du ministère du Travail, sur 100 emplois francs créés, 82 l'auraient été sans la subvention publique. Donc, si on prend un coût moyen donc, de 15 000 € par emploi, on crée réellement 18 emplois avec 1,5 million. C'est-à-dire c'est 83 000 € par emploi. Et je ne compte pas les coûts administratifs que tout ça engendre. Ça, c'est juste les subventions aux entreprises. On pourrait prendre un autre exemple avec le plan d'investissement des compétences qui a été créé par Macron, le fameux PIC, qui est doté de 15 milliards d'euros. La Cour des comptes s'est penchée sur lui il y a quelques mois. Elle est sans pitié, elle dit que, je lis, le PIC n'a pas constitué un investissement porteur de transformation durable, il n'a pas permis d'atteindre les publics cibles, les volumes d'entrée en formation se sont accrus, mais l'accès des moins diplômés à la formation par rapport aux bacheliers et diplômés du supérieur ne s'est pas amélioré. La Cour n'a pas vu d'effet visible du PIC sur le parcours des demandeurs d'emploi, ni sur celui des bénéficiaires du RSA. Bref, on a jeté 15 milliards d'euros par les fenêtres. Alors, comment font les autres pays? Là, c'est les dépenses pour l'emploi dans quelques pays. Alors, vous voyez qu'on est à des niveaux très élevés. C'est en pourcentage du PIB. Alors, c'est moins élevé que le chiffre que je vous ai donné tout à l'heure de 7%, parce que l'OCDE ne prend pas en compte les réductions de charges. Elle ne les compte pas dans ses calculs. Malgré ça, on est le pays de l'OCDE qui dépense le plus. Avec donc là un chiffre de 3,28% du PIB. Vous voyez qu'il y a des pays, par exemple la Suède, dépense 1,79 et un taux de chômage à peu près équivalent au nôtre. À l'époque c'était 8% et nous 7,5%. L'Espagne dépense à peu près comme nous et un taux de chômage
presque le double. En fait, il n'y a pas tellement de rapport entre les dépenses pour l'emploi et le taux de chômage. On pourrait sans doute en trouver un, mais ce n'est pas non plus une science exacte, entre le niveau des dépenses actives et le taux de chômage. Là, il y a une corrélation qui est un peu plus pertinente, c'est-à-dire que plus les dépenses actives sont élevées, moins le taux de chômage est important. Alors, on a parlé de plusieurs pays ce matin, on n'a pas parlé de l'Allemagne, donc j'en profite pour parler un peu des réformes Hartz que tout le monde connaît, qui ont lieu entre 2003 et 2005. Elles ont consisté pour les entreprises à diminuer les charges sociales, à faciliter l'embauche à temps partiel, à faciliter le travail temporaire, à faciliter l'embauche de jeunes dans les TPE avec un contrat qu'on dirait un peu moins protecteur que le contrat commun. Du côté des individus, on a baissé l'impôt sur le revenu, on a encouragé la création d'entreprises, on a réduit la période d'indemnisation des chômeurs, on a aussi baissé l'allocation chômage et on a poussé le retour au travail, notamment en réduisant les possibilités de refuser un emploi. Le résultat, c'est quand même 2,5 millions d'emplois créés entre 2005 et 2013. Il y avait 17% d'actifs en 2013 de plus qu'avant les réformes. Et le taux d'activité des 54-65 ans est passé de 39 à 61%. Alors, dernière question, quelle serait une bonne politique en faveur de l'emploi chez nous ? Alors évidemment, baisser les dépenses des impôts et les charges, on en a parlé toute la journée, je ne vais pas m'étendre là-dessus. On voit bien que les pays qui ont le moins de dépenses publiques, qui ont le moins de charges sur les entreprises et le moins d'impôts sont aussi celles qui ont le moins de chômage. Enfin, je crois que c'est assez clair. Alors le gouvernement a commencé par dépenser moins pour l'emploi. Le budget 2025 diminue le nombre de contrats aidés, mais il y en a quand même à peu près 30 à 35 000 de prévus encore cette année. Il a baissé l'aide à l'embauche d'apprentis. Il a diminué les subventions au centre de formation d'apprentis. L'assurance chômage s'est aussi réformée. Normalement, ça va générer 2 milliards 250 000 à peu près d'euros d'économie sur la durée de la convention, c'est-à-dire entre 2025 et 2028. Donc, il y a des réformes. Mais, à mon avis, ça ne va pas assez loin. Donc, on pourrait travailler sur l'instauration du salaire complet. On en a un peu parlé déjà au cours de la journée. Je ne sais pas si vous connaissez le principe, mais enfin, c'est de donner la totalité de son salaire au salarié pour qu'il s'assure là où il veut, notamment pour le chômage ou l'assurance maladie. Simplifier et réduire le code du travail. Nos amis suisses sont partis, mais le code du travail suisse fait 20 fois moins de pages que le code français. On pourrait instaurer un code du travail, un contrat de travail unique, c'est ce que nous proposons à l'IREF. On pourrait aussi réduire la procédure, le coût des licenciements. Ça coûte très cher en France de licencier quelqu'un par rapport à nos voisins les plus proches. Supprimer le SMIC, je sais que ça va faire un peu réagir, mais en tout cas, on peut avoir des rémunérations peut-être fixées conventionnellement qui soient un peu... qui dérogent au SMIC et qui permettent, selon l'âge des bénéficiaires et le bassin d'emploi, d'être plus souples. Et puis réduire le pouvoir, j'aurais pu écrire le pouvoir de nuisance des syndicats, en supprimant notamment le financement public, interdire les grèves politiques et de solidarité, exiger un vote secret avant les grèves, etc. Voilà. Titre pour laisser penser, je ne vais
vais pas vous expliquer en 10 minutes que le réchauffement climatique n'existe pas, mais plutôt tâcher de pointer l'inanité de la planification écologique, ce qui est une autre question. Alors, on a vu dans les jours et les mois précédents que l'écologie est un petit peu remise en cause dans ses modalités concrètes, que ce soit les zones à faible émission, le prix d'achat garanti de l'électricité photovoltaïque. Donc on voit qu'en dépit d'un discours qui s'assimile assez souvent à la propagande, quand on est dans le dur de la crise des finances publiques, l'écologie est parfois une variable d'ajustement, ce dont il y a lieu de se féliciter. Néanmoins, on ne peut pas traiter de cette question sans avoir en tête une question indirecte pour notre journée, pour notre propos, mais qui est importante parce qu'elle pollue le débat sur ces questions énergétiques et climatiques, qui est une espèce de propagande. Je cite dernièrement une phrase de notre ministre de la Transition écologique qui est stupéfiante, d'avoir osé qualifier d'ennemis des Français des gens qui seraient hostiles à l'action contre le dérèglement climatique. Ça évoque les ennemis du peuple qui ont été brandis par de grands bienfaiteurs de l'humanité. Donc j'ai listé ici quelques exemplaires. Donc, ça en dit long sur un caractère insensé de cette transition écologique à marche administrative et technocratique forcée. Et il suffit, pour s'en convaincre, de lire un rapport de France Stratégie qui est éclairant, dont je conseille d'ailleurs la lecture, parce que France Stratégie, c'est un peu comme la France Insoumise. Il faut les laisser parler et écrire. Parce que finalement, nous, ensuite, on n'a plus qu'à récolter les fruits de ce qu'ils racontent. Tout est là. C'est-à-dire que la transition écologique, la planification écologique, sera comme les révolutions industrielles, mais en plus globale, en plus rapide, et pilotée d'abord par les politiques publiques, et non par les innovations ou les marchés. En effet, il n'y a qu'une politique publique pour concevoir au nom d'une cause supérieure, d'appauvrir sa population, de réduire la productivité, d'augmenter l'inflation et de faire exploser le taux d'endettement sur PIB. Or, c'est ce qui est dans ce rapport de France Stratégie et c'est ce qui ressort de la prospective climatique en général. Alors, cette planification écologique, on devrait d'ailleurs requalifier de planification climatique, elle s'appuie sur une inflation législative, des législations extrêmement bavardes. Il y en a eu 6 ou 7 sous les mandats Hollande et Macron. Alors, deux sont fondamentaux, deux lois sont fondamentales. La loi de 2019 qui vise la neutralité carbone en 2050, c'est-à-dire le fait de ne plus émettre de manière nette des gaz à effet de serre dans l'économie en Europe et en France. Et comme cet objectif n'a pas été lissé sur les décennies précédentes, eh bien, entre 2020 et 2030, pour schématiser, on envisage, dans le sillage du Green Deal européen, une réduction de 55% des émissions de gaz à effet de serre. Donc en 2020 et 2010, sachant que donc il nous reste à peu près la moitié entre 2020 et 2030 du chemin à faire, puisqu'on a fait l'autre moitié en 30 ans, entre 1990 et 2020. Je simplifie les chiffres, je les écrase pour des raisons mnémotechniques, mais globalement c'est ça. Alors tout ça repose sur une ingénierie de lois, de normes, d'administration, sur une espèce d'écosystème, si je puis dire, technocratique extrêmement vivace qui se nourrit de lui-même, qui se crée, qui se recrée, qui s'alimente, et dont les effets cumulatifs, notamment sur les dépenses publiques, sont potentiellement considérables. Alors, c'est assez difficile de trouver des chiffres qui vous donnent le coût exact, parce que ça mélange les dépenses publiques et les dépenses privées, dépenses faussement privées, parce qu'elles sont subventionnées par des dispositifs publics du type ma prime rénov, bonus écologique, etc. Mais globalement, les évaluations que j'ai pu voir tournent autour de 50-60 milliards d'euros annuels répartis entre État et collectivités locales. Et on voit que dans le projet de loi de finances 2025, elles sont en baisse, ce dont il y a finalement lieu de se féliciter. Quant aux coûts prospectifs, ils sont également potentiellement considérables, j'en discutais avec l'un de vous tout à l'heure, mais on les évalue rien que pour l'aménagement du réseau ENR à 100 à 150 milliards d'euros. Alors pas par an, sur l'ensemble d'ici 2040, mais les coûts de la transition énergétique sont évalués pour la France entre 40 et 145 milliards d'euros. 145 milliards, c'est vraiment une fourchette haute, mais elle n'est pas totalement irréaliste, par an cette fois-ci, dans un contexte de finances publiques que nous connaissons. Alors, c'est une planification qui est inconséquente parce que d'abord, elle accumule des dépenses non financées, c'est-à-dire des dépenses qui, quand on lit le rapport de France Stratégie notamment, assument explicitement
d'augmenter le taux d'aide sur PIB avec la situation des finances publiques que nous connaissons. Je me suis amusé à regarder les taux d'intérêt et j'ai vu que le 1er février 2025, vous avez franchi la barre des 3%. J'avais essayé de regarder quand ça s'était produit la dernière fois, c'était le 1er janvier 2012. Pour l'OMT à 10 ans, c'est-à-dire le taux d'endettement de la France à 10 ans. Alors, c'est embêtant parce que si les taux d'intérêt à long terme remontent, pour des raisons techniques, on va dire, économiques, la valeur du long terme, et donc de ce que planifient les technocraties écologiques, voit sa valeur présente baisser. Donc, on a cette inconséquence financière et puis une inconséquence normative avec tout un maquis de lois bavardes qui sont extrêmement sujettes à la conjoncture. Je cite là une phrase éclairante du commissaire européen de l'industrie: on va relancer l'extraction minière, très bonne chose, parce que évidemment la transition écologique coûte très cher en extraction de métaux, de minerais induits, à cause d'une dimension d'urgence qu'il n'y avait pas il y a quelques mois. Mais oui, bien sûr, tous les rapports vous disent que le prix du cuivre va exploser d'un facteur 7 ou 8. Ça fait quelques années qu'on le sait, à cause de la transition écologique à l'horizon 2050. Donc ça n'existait pas il y a quelques mois. Alors, vous avez la part du nucléaire qui, évidemment, en 2019 devait être réduite. En 2023, on revient sur cet objectif de réduction de la part du nucléaire parce qu'il est intenable, il est irréaliste, et on voit donc que la planification se fixe des objectifs qui sont complètement irréalistes. Et puis, on a récemment relancé l'industrie de défense qui n'entrait pas jusque-là dans les critères d'investissement responsable. Alors, les autres symptômes de l'inconséquence, ce sont des objectifs qui sont chiffrés au doigt mouillé, 42,5% de NR en 2030. Pourquoi pas 45%? Bon, bref. Donc des objectifs de Gosplan qui tiennent qui relèvent d'une logique symbolique et pas d'une logique sérieuse. Bon, je passe sur la prospective de la consommation électrique parce que c'est trop technique pour que j'ai le temps de l'aborder. Autre inconséquence, une écologie punitive dont on voit que les conséquences sont de moins en moins tolérables à la fois sur les particuliers, les zones à faible émission font foi, mais aussi sur les entreprises. Pour ceux et celles qui ne connaissent pas, je vous conseille la CSRD et la CS3D. Ce que sont les exigences réglementaires sur les entreprises moyennes et grandes européennes et qui sont en train d'ailleurs de déclencher une fronde larvée des entrepreneurs. On a ensuite l'inanité du problème écologique parce que la France est une championne de la bonne empreinte écologique, je n'ai pas le temps de le démontrer, mais à cause de son parc électronucléaire. Et donc l'urgence en France, c'est pas de réduire l'empreinte écologique, c'est de réduire l'empreinte étatique, ce qui est tout à fait différent. Quoi qu'on fasse en Europe et en France en matière de décarbonation, ça n'impactera pas le climat. Je l'évalue à 0,004 degrés, c'est-à-dire rien, c'est peut-être 2 fois plus ou 3 fois plus. 3 fois rien, c'est toujours rien. Donc, l'inanité de la solution, enfin, c'est la décarbonation, notamment de l'électricité, et on sait que les ENR, pour des raisons techniques, ne sont pas adaptés à cet objectif. Je n'ai pas le temps de développer là-dessus. On voit donc que la planification publique, elle favorise toutes sortes de scories, une prise dogmatique, prolifération bureaucratique, insoutenabilité budgétaire, capitalisme de connivence avec tout un écosystème de subventions. C'est pas comme ça qu'il faut faire de l'écologie. Il faut faire de l'écologie, c'est important l'écologie, mais en responsabilisant les acteurs et par exemple en s'adaptant aux conséquences prévisibles de réchauffement climatique, et par exemple en recapitalisant les entreprises parce que c'est elles qui vont améliorer leur sobriété énergétique. Je finis là-dessus. Le taux d'imposition des entreprises en France est 2 points au-dessus de la moyenne européenne. Qu'on revienne sur ces 2 points. Ça fait à peu près 50 milliards d'euros. Et donc on verra que les entreprises arriveront à nous sortir de la crise climatique plus sûrement que l'hubris technocratique. Voyons voir à présent si BSA va rivaliser. Bien. Alors déjà, d'accord, on marche sous bidule, d'accord. Est-ce qu'on peut passer en grand écran? Merci. Donc, moi, je vais vous expliquer qu'on peut sortir l'État de la politique du logement. Alors déjà, oui, ça ne marche pas. Ah. Oui, ça y est. Qu'est-ce que l'État fait pour le logement? Alors, dans le domaine du logement, le pour est entre guillemets. L'État, il fait tout, et plutôt n'importe quoi. Il empile des lois foncières restrictives. Je ne vais pas toutes les énumérer, elles sont là, mais bon, la loi
loi SRU et la loi ZAN, zéro artificialisation nette, dont David Lissner a parlé ce matin, en sont deux grands exemples. Il subventionne tout ce qu'il peut subventionner. Il subventionne certains locataires par l'APL, certains emprunteurs par le prêt à taux zéro, des bailleurs sociaux et des bailleurs privés par le biais des niches fiscales. Il oblige le privé à financer le logement social par les quotas SRU. J'y reviendrai plus en détail tout à l'heure. Il réglemente la relation bailleur-locataire de façon extensive, le contrôle du blocage des loyers, mais aussi laxisme vis-à-vis des locataires qui ne payent pas leur loyer ou vis-à-vis des squatteurs. Il décide évidemment quel logement peut ou ne peut pas être loué. Le DPE en est, le diagnostic de performance énergétique en est le dernier avatar. Et enfin, il distribue 44 milliards d'aides au logement, c'est-à-dire pratiquement autant que l'assurance chômage par exemple, c'est pas rien. Mais il prélève aussi 97 milliards d'impôts sur le logement. Ça représente 16% de la dépense des agents économiques sur le logement. Donc c'est vraiment quelque chose de majeur. Pour quel résultat ? Déjà, le prix du logement, il a explosé dans la décennie 2000-2010, plus précisément entre 2001 et 2008. Auparavant, le prix du logement en France, on croyait que c'était un théorème, c'était 2,4 fois le prix médian du logement, c'était 2,4 fois le revenu médian des ménages. Et puis, entre 2002 et 2008, on passe à 4,2 fois, c'est une augmentation de 80%. Évidemment, ça se répercute sur le taux d'effort des ménages. C'est évidemment quand vous augmentez autant le prix du logement, pour les ménages, ça coûte beaucoup plus cher. Et notamment pour les ménages modestes. Les ménages du premier quart des revenus, du premier quartile de revenus, consacrent quasiment un tiers de leurs revenus au logement en 2017. C'était à peine plus d'un quart en 2002, donc c'est une augmentation de quasiment 20%. Pour les classes moyennes, ce n'est entre guillemets que 9%, c'est 9% de trop, mais c'est moins, et pour les classes supérieures, c'est 2%. Donc en fait, cette crise des prix du logement, elle affecte, évidemment, vous en serez douté, principalement les plus pauvres. Alors, je pourrais vous bombarder d'indicateurs, je vais en prendre qu'un seul. La France, c'est un néologisme un peu douteux, le sans-abrisme, mais la France est la championne du monde du sans-abrisme. On critique souvent, par exemple, les États-Unis en disant « ouais, aux États-Unis, les gens dorment dans la rue, tout ça ». Bah oui, quand on compare les deux pays, la France a beaucoup plus de sans-abri. Alors, on est au même niveau que la Californie, mais le Texas en a 5 fois moins que nous, parce que les États-Unis sont un État assez complexe, fédéral. Et par rapport à des pays comme le Danemark, la Pologne, l'Espagne, eux, ils sont au niveau du Texas et nous, on pas. Alors, face à des résultats aussi phénoménalement mauvais, je me demandais c'est quoi les causes. La cause racine que j'identifie moi et qui me suscite beaucoup de réactions négatives, c'est le foncier. Beaucoup de gens, évidemment, n'ont pas intérêt à cette explication. Entre 2000 et 2010, je vous ai dit que le prix du logement, par rapport au revenu des ménages, il avait été multiplié par 2,8. Le prix de la construction, toujours rapporté au revenu des ménages, il a augmenté de 10 à 15%. Mais par contre, le prix du foncier, il a été multiplié par 8 en données brutes et par 6 en corrigé du revenu des ménages. Et la part du foncier dans l'immobilier, entre 2000 et 2010, pour simplifier, est passée de 15 à 50%. Et la principale cause que j'identifie, moi, c'est la loi SRU, dont on connaît bien le volet logement social, mais dont le grand public ne connaît pas du tout le volet foncier. La loi SRU a sacralisé la lutte contre l'étalement urbain et a mis au point tout un tas d'outils aux acronymes dévastateurs que je ne nommerai pas, mais qui ont organisé une raréfaction drastique du foncier, notamment dans les zones périurbaines où les gens pouvaient encore trouver du logement abordable avant la loi SRU. Juste au même moment que, par coïncidence, l'économie mondiale voyait ses taux d'intérêt baisser et donc provoquer un choc de solvabilité de la demande. Donc, choc de solvabilité de la demande plus restriction artificielle de l'offre, le prix du foncier a littéralement explosé. Je précise que, comme disait Pierre, j'ai un rapport publié par l'IREF en 2022 qui développe ces questions, parce que c'est une explication que beaucoup de gens contestent, donc je l'ai beaucoup travaillé, je l'ai beaucoup argumenté. Cause secondaire, les quotas SRU. La loi SRU, donc, elle est connue parce qu'elle impose 25% de logements sociaux dans les métropoles. Depuis, 25%, c'est depuis Cécile Duflot. Et avec de très lourdes amendes pour les communes qui ne respectent pas. Donc, comment ça se passe ? Les mairies, pour accorder un permis de construire à un promoteur qui veut construire plus de 9 logements,
leur impose minimum 25% de logement social, mais pour toutes les communes qui ont du retard, ben, ça va être 30 ou 40%. Donc en fait, le promoteur, ben, il va revendre à perte 30 à 40% de sa production à un bailleur social, et évidemment, pour rentrer dans ses frais, il va devoir répercuter sur la part privée de sa production la perte qu'il fait sur le logement social. Ça correspond à une augmentation du prix du mètre carré de 10 à 20% selon les opérations en général. Et évidemment, du coup, les promoteurs savent qu'à 10 ou 20% de plus, mais ils ont beaucoup moins de clients, donc ils baissent leur production. Et la somme totale des logements produits, y compris logement social, est moins élevée que ce qu'elle serait sans les quotas SRU. Et enfin, deux autres causes qu'il faut citer. Aucune action contre les mauvais locataires ou contre les squatteurs, qui sont beaucoup trop protégés, plus une fiscalité délirante, on l'a vu tout à l'heure, et en plus la peur du blocage des loyers, puisque certaines villes sont passées du régime de contrôle des loyers relativement gérable de la loi de 89 à le contrôle dur mis en place par les gouvernements de François Hollande. Et donc, du coup, l'investissement locatif, évidemment, il est en berne. En 2024, on va construire moins de 250 000 logements en France, c'est-à-dire le même niveau qu'en 1954. Il faut savoir que le record, c'est qu'en 1973, 553 000 logements, alors que la France avait 15% de population en moins. Autre cause, enfin, évidemment, le DPE. Je ne détaille pas, mais ça retire du marché locatif un grand nombre de logements. Et le législateur n'a pas pensé que l'alternative à un logement mal isolé, c'est la rue. Et la rue, elle serait classée Z dans le DPE s'il y avait un classement Z. Donc le législateur, parfois, ne réfléchit pas tout à fait aux conséquences de ce qu'elle fait. Donc, qu'est-ce qu'il faudrait faire en 2 minutes? Il faut libérer le foncier. Alors, je ne vais pas vous faire un cours d'urbanisme, mais il y a deux façons d'envisager le foncier dans le monde, principalement. En France, c'est ce qu'on appelle l'urbanisme restrictif, c'est-à-dire que vous avez le droit de rien faire, pour avoir le droit de faire quelque chose, vous devez obtenir une autorisation. C'est difficile. Et vous avez d'autres pays où ils raisonnent différemment, ils disent a priori vous avez le droit de faire n'importe quoi, et si la collectivité vous imposez une restriction, elle peut le faire dans un processus politique où vos droits sont défendus, et elle peut vous indemniser. Ce qui évidemment change tout, puisque là, construire devient facile, et c'est ce qu'on trouve par exemple au Texas, qui n'a pas connu du tout la bulle immobilière des États-Unis, mais c'est aussi ce qu'on trouve en Allemagne, où ils ont un droit relativement réactif. C'est hybride, bien sûr. Il n'y a jamais un droit parfaitement restrictif ou parfaitement réactif. Mais voilà. Et adopter un droit foncier réactif nous permettrait de réduire entre 1/3 et la moitié le prix du logement en France. Essayez d'imaginer, en fait, ça ramènerait le prix du logement normal, privé, au prix du logement social. Donc, ce qu'il faut faire, arrêter le logement social. Le logement social, ça ne marche pas. Vous avez un prix de marché certes dysfonctionnel, mais trop élevé, mais quand vous mettez artificiellement un bien en vente, subventionné, en location, en dessous du prix du marché, vous avez un surcroît de demande. Quand j'écrivais mon premier bouquin sur le logement en 2006, il y avait 1 300 000 demandes de logement social non satisfaites. Aujourd'hui, on en est à 2,6 millions. On en produit moins de 100 000 par an. Je vous laisse imaginer l'efficacité du logement social pour répondre à la demande sociale de logement. Non, clairement, si on construit des logements, si on construisait que des logements pour les riches, et dans un marché libre, bien sûr, il y a aussi l'offre pour les classes moyennes, eh bien c'est comme pour la voiture, le logement abandonné par les riches devient un logement pour les classes moyennes, le logement abandonné par les classes moyennes, c'est un logement d'occasion, comme une voiture d'occasion, et ça devient le logement que peuvent se payer les classes les plus modestes. C'est comme ça que ça marche. Superbe exemple à Aix-en-Provence, le quartier Mazarin, déjà au XVIe siècle. Voilà. Et donc, pour finir, dernier slide, il faudrait rétablir un vrai droit de propriété pour rassurer les bailleurs, expulsion rapide des mauvais payeurs, lutte contre les squatteurs, et puis en matière de fiscalité, tout à l'heure, dans une autre table ronde, quelqu'un disait il faudrait mieux avoir pas d'aide, zéro subvention et moins d'impôts. Oui, il faut passer d'un système de 97 milliards d'impôts et 43 milliards d'aides à un système de 54 milliards d'impôts, vs 0 aide, c'est la même recette nette pour l'État. Et par exemple possible de combinaison fiscale, on pourrait ne conserver que la TVA et la taxe foncière, mais on pourrait supprimer les droits de mutation qui sont l'impôt sur la mobilité sur les personnes qui s'abattent, c'est l'impôt le plus débile qui soit, et également on pourrait supprimer l'impôt sur le revenu, sur les revenus locatifs. Ce serait une sacrée évolution, et du coup, on imagine le boost de l'investissement locatif que ça permettrait. Je précise aussi que toutes ces mesures de libération foncière auraient un impact très favorable sur la capacité des entreprises à
à trouver du terrain et à construire de nouveaux équipements. Et je vous remercie. Vous présenter la situation du logement, de son économie, de son droit en 10 minutes, ce qui nous permet d'avoir très peu de questions, mais s'il y a une ou deux questions. Voilà, des questions courtes donc. Des questions, alors merci de se faire court. En Belgique, ils ont fait ce que vous voulez dire. C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'impôt sur les revenus locatifs d'habitation. Résultat, les prix des appartements sont 2 fois moins chers qu'à Paris, à Bruxelles, et les gens dépensent beaucoup moins que les Français, et donc ont beaucoup plus de pouvoir d'achat pour le reste. Confirmé. C'était pas une à la Belgique. Les lois économiques n'ont pas de frontières. Merci. Je suppose que l'idéologie n'est pas une source de revenus. Donc, quand je reviens à l'écologie, qui en profite? D'abord la science climatique, qui est quand même très abondamment financée pour documenter l'apocalypse à venir, même si quand on lit les rapports du GIEC, en réalité les rapports scientifiques, ils sont beaucoup plus modérés que ceux que les médias disent. Et ça, il faut en avoir conscience. Vous avez tout un écosystème aujourd'hui d'industries subventionnées. Je connais une entreprise, je ne la citerai pas, qui redoute en ce moment la réduction par 3 du prix d'achat garanti. Je vous passe les détails techniques du prix du photovoltaïque. Ce sont des coûts en capital qui sont totalement subventionnés. Vous avez des agences qui conseillent la modernisation écologique et qui vivent de ça. Vous avez donc toute une bulle en réalité, une bulle inflationniste écologique qui profite de ce catastrophisme, qui participe aussi d'une idéologie au sens sociologique du terme. Dernière question, il y a un jeune étudiant qui voudrait poser une question. Peut-être pas la dernière question, mais j'ai bien aimé tout ce qui a été dit, j'ai bien aimé surtout la chute. Échange, 87 milliards contre 40. Je trouve que l'idée de troc est une idée merveilleuse. Et elle ne s'applique pas seulement à vous, parce que chaque fois que l'on supprime un prélèvement obligatoire et une aide, la dépense publique baisse. Et c'est le système, à mon avis, à généraliser pour faire baisser la dépense publique. 140 milliards d'aides aux entreprises. Il y a de quoi baisser une grande partie de ces 140 milliards d'aides contre échanger, moins d'impôts, plus de liberté. Je crois que c'est une méthode qu'il faut avoir en tête. La dernière question, François. Merci beaucoup. Une première remarque sur ce que proposait Vincent Bénard. Ça aiderait aussi, vos mesures à la fois fiscales et sur les baux, aiderait aussi à réduire le taux de vacances des logements en France qui est de 8%. Il y a 3 millions de logements en France qui ne sont pas du tout dans les zones rurales, mais les premiers départements en termes de quantité de logement, c'est Paris, le Nord, le Rhône, etc. Et ça pourrait remettre potentiellement, si ce marché-là fonctionnait mieux, environ 2 millions de logements sur le marché, ce qui est aussi tout à fait considérable. J'avais une question plutôt sur la partie environnementale. Là également très fanat de supprimer l'ensemble des subventions, bidules, etc. Moi j'ai été assez frappé dans la stratégie nationale bas carbone de l'absence totale d'évaluation des impacts, des liens entre le coût des mesures et le coût du carbone et le carbone économisé, c'est-à-dire l'absence totale de ce qu'on appelle le coût d'abattement du carbone, parce qu'effectivement ça a été fait sans aucune considération pour ça. Est-ce que l'une des façons de mettre ça et de remplacer effectivement la logique de subvention serait une logique, celle qui a été fournie en tout cas proposée par un certain nombre d'économistes, du coût du carbone, avec une fiscalité du carbone redistribuée aux personnes de façon à le neutraliser sur les ménages et les entreprises, et qui permettrait d'avoir une allocation optimale des actions de réduction du carbone vers des coûts minimaux. Alors, je crois que je ne vais pas avoir le temps de commenter cette dernière recommandation. Je suis très réservé sur le coût du carbone, parce que j'ai regardé, si vous regardez les derniers articles économiques, vous voyez une sorte de maelstrom d'évaluation dont on n'arrive plus à retirer grand-chose, parce que ça s'appuie sur une prospective économique dont les hypothèses sont non maîtrisées en vérité. Et donc je pense que de toute façon, la stratégie nationale bas carbone n'a aucun intérêt à évaluer. Elle n'a aucun intérêt à évaluer car c'est totalement idéologique. On sait, et d'ailleurs France Stratégie ne le conteste pas, que quoi que fasse la France, ça n'agira pas d'un iota sur le réchauffement climatique. Merci.
Merci Pierre, merci messieurs.